Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans The Crown, le personnage d'Elizabeth II, interprété par la talentueuse Olivia Colman, dit « J'ai fait des sacrifices, j'ai effacé qui j'étais ». Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Au moment où Netflix s'apprête à lancer la 4e saison de sa série Événements, je vous propose, moi aussi, une série de 6 épisodes pour tenter de découvrir qui est la vraie Elizabeth II, la femme la plus célèbre du monde, mais sans doute aussi la moins connue. Une femme au destin exceptionnel, qui n'aurait pas dû être reine, mais qui s'est acquittée de cette tâche, de ce devoir avec courage. Dans ce premier épisode en 2 parties, je vous parle des premières années de cette princesse qui n'était pas destinée à régner. L'année 1935 pour la princesse Élisabeth, fille du duc et de la duchesse d'York, est exceptionnelle. Son grand-père, le roi George V, va célébrer fastueusement son jubilé d'argent, c'est-à-dire ses 25 ans de règne à la tête de l'Empire britannique. Le souverain avait succédé à son père, le très populaire Édouard VII, en 1910. Avec son empire, il a été l'un des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Mais à quel prix ? 4 ans d'un conflit sans précédent, effroyable, avec de terribles pertes humaines. Il a compris la nécessité pour lui et la famille régnante de changer le nom de la dynastie en 1917. Le patronyme de Saxe-Cobourg-Gotha, trop allemand, est remplacé par celui de Windsor. L'opinion l'approuve sans réserve. George V a tremblé car tous les empires européens ont été balayés par cette guerre. L'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et même l'Empire ottoman. Seul l'Empire britannique s'est maintenu. Mais les difficultés économiques consécutives à la guerre font craindre à George V une montée du communisme qui a, entre autres, entraîné la chute de la dynastie des Romanov. Il est inquiet pour la popularité de la famille royale. Selon lui, ce jubilé d'argent est un test. Ses petites filles, les enfants de son second fils, le duc d'York, Élisabeth, 9 ans, et sa petite sœur Margaret Rose, 5 ans, sont très excitées à l'idée de participer à cet événement si important et si rare. Elles seront toutes les deux vêtues de rose, chapeau compris. Le 6 mai 1935, sous un soleil éclatant, elles prennent place avec leurs parents dans un landau découvert qui va faire partie du cortège allant de Buckingham Palace jusqu'à la cathédrale Saint-Paul où sera célébrée une cérémonie d'action de grâce pour les 25 ans de règne de leur grand-père. C'est un énorme cortège. Il y a les carrosses des premiers ministres des Dominions, ces territoires associés à l'Empire comme le Canada et l'Australie, celui du premier ministre du Royaume-Uni, Ramsay MacDonald, et puis ceux des oncles et des cousins, oncle Henry, duc de Gloucester, oncle George, le duc de Kent, et sa ravissante épouse Marina, et surtout l'oncle David, le prince de Galles, héritier du trône. Le dernier carrosse est celui du souverain, George V, en grand uniforme, et de son épouse, la reine Mary, scintillante de diamants. Mais le plus important est qu'à l'aller comme au retour, tout au long du trajet, y compris dans les quartiers pauvres de l'East End, le roi et la reine ont été acclamés par la population. George V en a été bouleversé. Il est rassuré sur la stabilité de la monarchie britannique. Le soir même, il s'adressera à la population lors d'un discours radiodiffusé. At the close of this memorable day, I must speak to my people everywhere. Je peux seulement vous dire, mon très cher peuple, que la reine et moi vous remercions du fond du cœur pour votre loyauté et, oserais-je le dire, pour l'amour dont vous nous avez entourés en ce jour. Quant aux 2 petites princesses, Élisabeth et Margaret, elles ont été éblouies par le cortège, par les fastes de la cérémonie à Saint-Paul et par l'apparition rituelle
de la famille royale au balcon de Buckingham Palace devant la foule enthousiaste. À cet usage, Élisabeth est déjà habituée. Elle y avait fait son premier Royal Wave, le salut de la main droite, dans les bras de sa mère à l'âge de 1 an. Elle a déjà une longue pratique. La princesse Élisabeth naît le 21 avril 1926 à Londres, dans la maison de ses grands-parents maternels, Lord et Lady Strathmore, au 17 Bruton Street, dans le quartier très élégant de Mayfair. Son père est le duc d'York. Il se prénomme Albert, mais tout le monde le surnomme Bertie. Il est le deuxième fils du roi George V et de la reine Mary. Il a 31 ans. Son frère aîné de 18 mois, Édouard, est le prince de Galles. Il a 2 autres frères, Henri, duc de Gloucester, et George, duc de Kent. Il a aussi une sœur, Mary. Un autre frère, John, est mort en 1919 à l'âge de 14 ans. Les 4 frères et leurs sœurs n'ont pas eu une enfance très chaleureuse. Leurs parents les aimaient sans doute, mais avaient quelques difficultés à leur montrer leur affection. George V, très autoritaire, les menait à la baguette, par exemple avançant les pendules pour les mettre en retard et pouvoir les admonester. Albert avait une nurse particulièrement perverse qui le pinçait juste avant l'ouverture de la porte du salon où il allait retrouver ses parents. Il arrivait en larmes et était immédiatement renvoyé à la nurserie. Leurs parents mirent très longtemps à s'en apercevoir. Albert et son frère Édouard s'entendaient très bien, mais il y avait entre eux une différence énorme. Édouard, charmant, séduisant, était l'héritier du trône et incontestablement le chouchou de la reine Mary, sa mère. Son cadet, timide, peu à l'aise, avait des difficultés d'élocution. Et pendant plusieurs années, il subit le supplice des gouttières pour redresser ses jambes. Bref, Albert a eu une enfance traumatisante. Pendant la guerre de 14, Édouard brille sur le front français avec beaucoup de courage et sans doute d'inconscience. Il sert dans le corps des grenadiers de la garde. Albert, lui, sert dans la marine et participe à la bataille du Jutland en 1917. Après la guerre, le prince de Galles se met à collectionner les aventures, de préférence avec des femmes mariées. Albert, lui, rencontre en 1920, lors d'un bal, une aristocrate écossaise, Elizabeth Bowes-Lyon. Il en tombe éperdument amoureux. Élisabeth est brune, petite, avec des yeux bleus très expressifs et surtout un charme, une gaieté, une joie de vivre qui fait d'elle la reine de la saison londonienne. Tous les jeunes gens de la bonne société rêvent de l'épouser. Fille de Lord et Lady Strathmore, elle était née en Écosse, dans le très beau château de Glams, hanté bien sûr par de nombreux fantômes, dont celui très shakespearien de Lady Macbeth. Il fallut de la persévérance à Bertie pour conquérir celle dont il était sûr qu'elle était la femme de sa vie. Elle refusa 2 fois sa demande en mariage et finit par accepter la 3e. Certes, elle l'aimait, mais elle avait toujours mené une vie joyeuse, insouciante et libre. Aussi redoutait-elle, en épousant un membre de la famille royale, d'être enfermée dans une cage dorée. Albert et Élisabeth se marient le 26 avril 1923 à l'abbaye de Westminster. Cette union ne suscite pas un grand enthousiasme populaire. Il y eut tout de même l'inévitable apparition au balcon de Buckingham Palace, mais le mariage que les Britanniques attendent est celui du prince de Galles, Édouard, leur futur roi. Trois ans après le mariage, la naissance d'Élisabeth les comble de joie. D'ailleurs, si elle porte ce prénom, ce n'est pas du tout en hommage à la reine Élisabeth Ier, mais à sa mère. À ce moment-là, la petite Élisabeth n'a que très peu de chances de monter un jour sur le trône britannique. La famille d'York s'installe au 145 Piccadilly, dans une vaste demeure donnant sur Green Park. La petite princesse est âgée d'à peine 9 mois lorsque ses parents doivent s'absenter pour un voyage officiel de 6 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le bébé est confié à ses grands-parents maternels, le roi George V et la reine Mary. Et là, une sorte de miracle va se produire. Le souverain, si distant avec ses propres enfants, va littéralement fondre de tendresse pour sa petite fille. Il s'enthousiasme à l'apparition de chaque nouvelle dent et informe son fils et sa belle-fille des moindres détails de son existence pendant leur absence. C'est en juin 1927, au retour de ses parents, qu'Élisabeth fait sa première apparition sur le balcon de Buckingham Palace et y fait son premier Royal Wave. Le 21 août 1930, sa mère donne naissance à une deuxième fille, Margaret Rose, au château de Glamis, en Écosse. George V est un peu déçu de l'arrivée d'une nouvelle fille, car le comportement de l'héritier de la couronne l'inquiète. Édouard vit alors une liaison quasi officielle avec Lady Furness, une riche héritière américaine mariée à un aristocrate anglais. Pour lui, toujours pas de mariage à l'horizon et donc pas de possibilité d'héritier. Le roi commence à penser qu'Élisabeth pourrait avoir un destin royal. La petite princesse est évidemment très loin de ses préoccupations. Enchantée d'avoir une sœur, elle va tout de suite l'aimer profondément et s'en sentir responsable. Une attitude qui ne sera jamais démentie, quoi qu'on ait raconté ou supposé beaucoup plus tard. La terrible crise de 1929 pousse le roi George V à diminuer de moitié sa liste civile et celle de tous ses enfants. Le prince de Galles prend très mal ces restrictions. Il est furieux. Il a l'habitude de dilapider beaucoup d'argent avec ses maîtresses, sa vie nocturne et ses voyages. En revanche, le duc d'York, passionné de chasse, renonce à plusieurs domaines qu'il avait l'habitude de louer et donc à son sport favori. Pour remercier son fils de ce sacrifice et aussi pour que la famille d'York ait une maison de campagne à elle, George V leur donne la jouissance de Royal Lodge, une construction de style néo-gothique dans le parc du château de Windsor, proche de celle du prince de Galles, appelée Fort Belvédère. Albert et sa femme y vont souvent, presque chaque week-end. La duchesse décore la maison avec beaucoup de goût et sa fille Élisabeth, que tout le monde surnomme désormais Lilibet, petit nom que lui a donné son grand-père le roi, se voit offrir un cottage miniature, cadeau du pays de Galles. Cette petite construction sera pour Élisabeth et Margaret beaucoup plus amusante qu'une maison de poupée, elles en raffolent. Lilibet découvre aussi un sport qui deviendra vite son favori, l'équitation. Son premier poney, Peggy, est un cadeau de son grand-père. C'est le roi George V qui a transmis la passion des chevaux à sa petite fille. Lorsqu'elle était toute petite, il l'emmenait déjà se promener dans les jardins de Sandringham et visiter les écuries où il lui présentait ses chevaux préférés, Scuttle et Limelight. On sait que chez Élisabeth II, cette passion scellée depuis le plus jeune âge sera définitive. Elle est une experte remarquable et reconnue, propriétaire d'écuries de course et aujourd'hui encore, à 94 ans, la reine se promène parfois, calmement à cheval, accompagnée d'un écuyer dans le parc de Windsor. Une autre passion va naître à Royal Lodge, celle des chiens. Jusqu'à 1933, le Labrador était le favori. Mais cette année-là, le duc d'York offre à sa fille son premier Corgi. Une race alors très peu connue et pas du tout à la mode. La princesse est tellement intéressée par son Dookie qu'une femelle, Jane, va suivre. Une autre dynastie va naître, celle des chiens. Jusqu'à aujourd'hui, Élisabeth II a la passion des corgis. Cette fois, c'est donc son père qui la lui a transmise. Il aime la nature et les animaux. Comme lui, Lilibet deviendra une campagnarde de cœur. D'autres traditions vont rythmer la vie de la princesse. Les week-ends à Royal Lodge, les vacances de Pâques à Windsor avec le roi et la reine, les séjours en Écosse, à Balmoral, du début août pour la chasse à la grouse au début octobre, Noël et le Nouvel An dans la résidence privée de Sandringham. L'agenda de ses parents est encore aujourd'hui celui de la reine, sauf cette année en raison des restrictions imposées par la situation sanitaire liée au Covid-19. Au printemps 1932, un nouveau personnage entre dans la vie de Lilibet. Elle se nomme Marion Crawford.
Elle sera la gouvernante des 2 princesses jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est écossaise et une pédagogue aussi expérimentée que motivée. Pourtant, les études de leur fille n'étaient pas la première préoccupation du duc et de la duchesse d'York. Lui avait tellement détesté cet apprentissage qu'il ne voulait pas infliger ce cauchemar à ses filles. Quant à son épouse, élevée très librement par sa mère, elle était persuadée que ses filles n'avaient pas besoin d'une éducation intellectuelle trop poussée. Marion Crawford, immédiatement baptisée Crawfie par les princesses, fait de son mieux pour les instruire sans contrarier leur mère. Elle décide de leur faire découvrir la vraie vie du peuple britannique. Elle organise des visites de Londres et de ses principaux monuments, les emmène dans le métro, un exercice délicat car les visages des princesses sont très connus, mais elles sont toujours accompagnées d'agents de sécurité. Une autre personne, et non des moindres, va également se préoccuper de leur éducation, c'est la reine Mary, leur grand-mère qui leur enseigne l'histoire du Royaume-Uni, de ses dynasties et de l'Empire, notamment de sa géographie. Elle aura une grande influence sur sa petite-fille aînée. Lilibet est très impressionnée par cette grand-mère corsetée et qui n'a rien changé à ses habitudes vestimentaires d'avant la guerre de 14. La reine ne manifeste jamais publiquement ses émotions. Ce comportement, Lilibet s'en fera une règle qu'elle appliquera toute sa vie. Cela n'empêche pas la vie de famille des York d'être fusionnelle. Albert, sa femme et ses 2 filles partagent ensemble le plus de temps possible. Déjeuner, promenade, jeux. Les parents et leurs filles s'adorent et se surnomment « Us Four », nous 4. Mais ce quatuor va bientôt affronter un cataclysme. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire, consacré aux jeunes années d'Élisabeth II. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Élisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002. Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross, aux éditions Pan Books 2009. George VI par Sarah Bradford, aux éditions Penguin Books 1989. Élisabeth II, la reine par Jean Descartes, aux éditions Perrin 2018.